merci, Monsieur le Président Directeur Général de l'INSERM, de m'avoir fait l'honneur de me remettre cette médaille. Merci à François et Ariel. Merci à toi, Nathalie, d'avoir accepté de représenter les familles et les enfants 10 devant nous tous. Alors, vous l'avez dit, en fait, on m'a donné cette médaille en tant qu'experte de la dyspraxie et présidente du Cartable Fantastique. Et à l'origine de ce choix de travailler sur la dyspraxie, il y a Manon. Alors, merci Manon, parce que sans toi, rien de tout ça ne serait arrivé. Merci aussi à Julie pour être cette fille-là et cette grande sœur-là. Et puis merci à votre père, Vincent, parce que j'ai passé tellement d'heures le soir, le week-end, pendant les vacances, plongée dans mon ordinateur pour trouver des solutions que sans lui, je pense qu'on n'aurait pas souvent mangé à la maison. Voilà. Heureusement qu'il était là. Alors si à l'origine de la dyspraxie, il y a ma fille, à l'origine du choix d'être chercheur, il y a mes parents, qui étaient tous les deux chercheurs, l'une en chimie quantique et l'autre en astrophysique. Alors c'est vrai qu'ils ne m'ont pas accompagnée très longtemps, parce que la vie a fait cela, mais pendant les 7 années où j'ai été à leur côté, j'ai compris de leur métier plusieurs choses. D'abord une passion pour la recherche et pour la science qu'ils m'ont transmise, et puis une façon de faire ce métier dans la liberté et l'indépendance qui m'ont aussi transmise, ce qui fait que j'ai jamais pu faire autrement que de travailler en étant très libre et très indépendante, ce qui pose tout un tas de soucis, mais pas du tout quand on est ici au Learning Planet Institute, et c'est en grande partie pour ça que je suis arrivée aussi ici. Voilà. Donc, le monde de la recherche, évidemment, il a beaucoup changé en 40 ans, mais il y a quand même encore des lieux où c'est imaginable de faire des choses un petit peu à côté de la voie très, très académique. Alors, au tout début de ma carrière de chercheuse, il y a Jean-Marie Dagnon, vous l'avez dit. Je ne sais pas comment on a fait, honnêtement, tous les deux, parce que Jean-Marie, c'était quand même un chef de service hospitalo-universitaire avec tout le caractère ultra hiérarchique de ce type de système, qui est quand même si lui n'en était pas un, qui est quand même un système très mandarinal. Et je crois qu'on a réussi à s'entendre au départ essentiellement sur la science, parce qu'il m'a confié un sujet qui était l'expérience du souvenir, ce qui m'avait quand même assez bien dans la schizophrénie, et qu'on s'est passionnés tous les deux pour ce sujet-là. Puis il y a eu une thèse de médecine, une thèse de sciences, et puis nos valeurs devaient être finalement assez proches, parce qu'à la fin de la thèse de sciences, on était vraiment devenus amis. C'est toujours un ami depuis 20 ans. Il est pas là aujourd'hui pour plein de raisons, mais je sais que je pense à lui, puis je sais qu'il pense à moi. Voilà. Et je ne crois pas que dans toute ma carrière de chercheuse, j'ai fait un seul mouvement, un seul changement de laboratoire sans discuter au préalable avec lui. Après cette période-là, il y a eu plusieurs laboratoires, mais je vais retenir celui de Stanislas Dehaene, parce que celui-là, d'abord j'y suis restée 10 ans, et puis il a comme particularité que je suis rentrée dedans en tant que chercheuse, travailler sur la conscience dans la schizophrénie avec Stanislas Dehaene, et j'en suis sortie en tant qu'experte de la dyspraxie, travaillant avec Ghislaine Dehaene, qui a beaucoup soutenu en fait ce changement de thématique. Alors, voilà, c'est aussi pendant ces 10 années-là qu'a commencé l'histoire du Cartable Fantastique. Alors, l'histoire du Cartable Fantastique de Manon, elle commence en fait en 2009, avec une directrice d'école de Gif-sur-Yvette qui se rend compte que l'enseignante toute débutante, qui n'a jamais eu d'enfant en CE1, elle ne va pas pouvoir accompagner correctement Manon, ça ne va pas être possible, et qu'il va falloir collaborer. Et elle accepte une collaboration dans laquelle cette enseignante me donne tous ses supports 2-3 jours avant, et moi je les adapte pour que Manon puisse les faire avec son ordinateur pendant que les autres écrivent. Et ces supports, je vais les mettre sur un site, qui est un wiki, qu'on appelle le Cartable Fantastique de Manon. Et à partir de là, j'adapte tout le temps. C'est-à-dire que les week-ends, dans le laboratoire, pendant toutes les réunions de labo, dans les congrès, à la fin des repas de famille, moi, j'adapte. Donc tout mon entourage familial et professionnel me voit adapter tout le temps. Et donc, ils vont assez vite me proposer de l'aide, et la première qui va le faire, c'est Jessica,
d'une voix qui était pas loin de moi à l'Eurospin et qui me dit, à force de me voir mettre les lignes en bleu, vert, rouge, bah, tu sais, je crois que mon mari pourrait trouver une solution où les lignes bleu, vert, rouge, plutôt que les sélectionner une par une, et tu cliques et puis ça met des lignes bleu, vert, rouge automatiquement. Et en fait, Charles a développé la première macro du cartable fantastique qu'on a mis sur la site qui s'appelait la macro de Charles. Voilà. Et puis la deuxième personne, ça a été mon cousin Toussaint, qui a, lui, développé une plateforme qui s'appelle des cahiers fantastiques qu'on utilise encore et qui me permettait de transformer les fiches de Manon en exercices numériques sur lesquels elle cliquait. Voilà. Et puis au bout d'un an, mine de rien, le cartable fantastique de Manon avait pas mal de visites et je me suis dit, mais il va falloir qu'on en fasse une association en fait, parce que manifestement ça aide les gens. Et donc j'ai contacté Valérie Grémy, qui, je ne sais pas où elle est, voilà, qu'à l'époque je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Valérie, sauf que j'avais trouvé dans la librairie de Gif-sur-Yvette un livre édité chez Odile Jacob qui s'appelait « Apprendre malgré le handicap et la maladie ». Voilà. Et dedans, elle écrivait que les enfants dyspraxiques ne pouvaient pas écrire avec un crayon, mais qu'ils pouvaient écrire avec un ordinateur, et que c'est pas parce qu'ils écrivaient autrement que les autres que leurs pensées étaient moins conceptuelles. Et je me suis dit, mais en fait, elle pense comme moi, et elle est ni médecin ni chercheuse en sciences cognitives, elle est enseignante. Donc pour fonder une association qui a pour but de joindre ces deux univers, c'est parfait. Donc je l'ai appelée, on s'est rencontrés, et puis effectivement, elle a été membre fondatrice du Cartable Fantastique, et puis elle en est maintenant la directrice. Et donc on a continué à travailler de façon bénévole comme ça jusqu'en 2015. Et en 2015, il y avait tellement de besoins, et le Cartable Fantastique ne pouvait plus répondre en bénévolat, qu'on a décidé de professionnaliser. Et à ce moment-là, on est allé voir Bénédicte Galli à la fondation Bettencourt-Schuller. Et elle nous a dit ce à quoi on n'avait pas vraiment pensé, parce que nous on pensait prendre une directrice salariée. Elle nous a dit mais ça marchera, mais uniquement si l'une de vous deux se décide à porter le projet pour le faire démarrer. Et c'est là que l'INSERM m'a soutenue, parce que l'INSERM a accepté que je sois mise à disposition de l'association pendant 2 années avec mon salaire. Voilà. Donc on a fait ça, on est passé un petit peu par le CRI aussi, on est venu à l'Open Lab avec Ariel et puis Sophie Penn. Et puis en fait, on a obtenu à la fois 300 000 € de la Fondation Bettencourt-Schuller et 400 000 € de La France s'engage. Et donc là, c'était plus un petit changement d'échelle, c'était une explosion. Donc on a quitté l'Open Lab et on a construit le Cartable Fantastique, nouvelle version professionnelle, et on a commencé à recruter. Donc on a recruté Marie, là, qui a été une de nos premières salariées, et on l'a recrutée pour faire un projet que j'avais proposé à François Hollande, qui était de créer une banque d'exercices numériques pour les enfants dyspraxiques de primaire, en français et en mathématiques, et à côté en même temps, de faire des fiches pour les enfants standards, ce qui fait que tout le monde travaillait sur les mêmes exercices, tantôt à l'ordinateur, tantôt sur papier. Ce projet, qui s'appelle les Fantastiques Exercices, il a été très soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, et en particulier par le dispositif EduUp, qui l'a soutenu à 3 reprises, avec Patrice Renaud et puis Axel Jean, qui continuent à nous soutenir, alors, à la fois financièrement, mais aussi en mettant en avant ce projet-là au sein de l'Éducation nationale. Voilà. Donc il y a eu comme ça beaucoup d'aide à tous les niveaux, et quand je me retourne sur ces 10 années, en fait, je ne peux plus différencier l'activité de la chercheuse et l'activité de la présidente d'association, et je me dis qu'au fond, les différencier, ça n'a plus aucun sens. Parce que les deux activités sont totalement intriquées, et que chacune nourrit l'autre. Le projet de recherche de cognition numérique, il est né parce que les enfants dyspraxiques, ils avaient des difficultés en mathématiques, et qu'on le voyait. Malgré nos outils, il y avait des difficultés qui résistaient. Et ce projet, il a montré qu'effectivement, il y avait des difficultés à compter, à percevoir des quantités, mais que par contre, ils comprenaient parfaitement les concepts, et que donc il ne fallait pas les empêcher
de faire des mathématiques, et la suite de Cartable Fantastique a montré que certains des enfants qu'on accompagne, parce que maintenant certains sont à la fac, ils sont effectivement dans des matières scientifiques où ils utilisent des mathématiques. Donc on a combiné. Et je pense qu'effectivement, ce qui est emblématique du lien, ça a vraiment été le projet Malin, parce que le projet Malin, il est né du fait que Frédéric, qui était une bénévole comme moi, nous passions tous nos étés, quand nos enfants étaient en primaire, à transformer les manuels scolaires en manuels numériques pour que nos enfants puissent les utiliser. Et en faisant ça, on a acquis une expertise absolument hors norme, parce qu'un manuel, c'est 1000 exercices. On a acquis une expertise absolument hors norme d'adaptation à des enfants en situation de handicap d'exercice. Et on a compris aussi que ça n'allait pas pouvoir répondre aux besoins, parce que les manuels scolaires, il y en a 12 par niveau scolaire tous les ans. Ça change en plus tous les 4 ans, et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a réuni des collaborateurs comme Olivier Ponce, Isabelle Barbet, Jérôme Dupire, qui sont au CNAM, et qu'on a porté pendant 4 ans ce projet Malin, qui vise à automatiser en fait cette adaptation des manuels, et qu'on a fini à la fin par obtenir une ANR. Et donc ce projet, j'espère qu'il évitera, qu'il permettra une adaptation plus simple de tous les manuels scolaires pour les enfants en situation de handicap. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous dire que je pense que il faut accepter qu'il y ait des trajectoires qui ne sont pas purement académiques. Je pense qu'il y a plein de façons d'être chercheur et qu'on ne publie pas tous dans Science, mais par contre, je ne crois pas qu'on s'arrête d'être chercheur quand on est président d'association. Au contraire, on utilise toutes les compétences qu'on a appris dans la recherche, et ça permet de faire une association, pour le coup, avec des ressources rigoureusement créées, et que je pense, j'espère, que ça continuera d'être possible, je ne suis pas sûre que ça continuera d'être possible de travailler dans un dispositif comme celui-ci, qui permet d'avoir l'association au 5e étage et le laboratoire au 2e, ce qui fait qu'il y a des projets comme celui de Thomas qui est en thèse avec nous, qui est entre le cartable et entre le laboratoire pour évaluer les outils du Cartable Fantastique à un niveau scientifique. Et je pense que ça, il faut que ça continue à être possible pour des chercheurs typiques. Voilà. Merci.